Et bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui qui m'a fait découvrir la data. C'est avec cette techno que je me suis mis à faire de la data et donc le métier que je fais aujourd'hui. Spark. Spark, donc là, mon sujet préféré. J'adore ce truc. Et au final, on n'en parle pas souvent ces derniers temps parce que c'est plutôt une techno maintenant qui décote, qu'on utilise de moins en moins parce qu'on se rend compte qu'on en a de moins en moins besoin. Mais aujourd'hui, moi, je me fais un kiff. Je me suis dit, on va quand même en parler parce qu'il y a des choses intéressantes. Et il reste des gens qui font du Spark, soit pour maintenir, soit qui continuent de faire des développements avec. Et il y a quand même une erreur que je vois assez souvent sur Spark, c'est l'utilisation des UDF. Principalement depuis que Spark, on l'utilise davantage en Python que en Scala. Donc c'est l'utilisation des UDF qui font créer des problèmes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pour petit rappel, je me présente rapidement. Donc je suis data ingé depuis 7 ans maintenant. Je m'appelle Franck Cussac. Je suis consultant chez Imaya. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Spark. C'est parti. J'espère que vous voyez bien mon écran, que tout est bon pour vous. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran, s'il y a des moments où il y a besoin de zoomer quelque chose, n'hésitez pas. Alors, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui est un exercice que je donne dans une formation Spark que je fais pour Imaya. Et c'est un exercice qu'on fait plutôt vers la fin, l'exercice 4 sur les 5 exercices qu'on a dans cette formation. Et le but de cet exercice est donc d'observer la différence entre l'utilisation d'une UDF dans Spark faite en Scala et faite en Python. Et alors là, peut-être que depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler d'UDF et vous demandez, mais qu'est-ce que c'est qu'une UDF? Une UDF, donc, c'est une façon de développer son propre code dans Spark. Spark propose plein de fonctionnalités pour traiter la donnée. Et parfois, il manque des fonctionnalités. On veut développer notre propre fonction pour traiter de la donnée. Et ça va se faire donc dans une UDF. Donc, commençons par lire l'exercice qui est proposé rapidement dans notre formation. Donc, on a de la donnée qui va être présente dans un dossier qui s'appelle Resources Exo4 et dessus, on va appliquer une UDF. Dans cet exercice, nous allons observer la différence de performance entre des UDF Python et Scala. Et on va aussi donc apprendre au passage à utiliser des UDF Scala en Python. Parce que oui, il est possible d'utiliser des UDF Scala directement en Python. Donc, restez sur du PySpark, qui est en général un langage préféré, mais quand même profiter des avantages du Scala. Le use case est assez simple. On va devoir traiter une source de données qui s'appelle cell et qui contient 4 colonnes. ID, date, catégorie et prix. Je vais donner un petit exemple ici. Et on va vouloir ajouter une nouvelle colonne qui s'appelle category name qui se calcule de manière assez simple. Soit la catégorie est inférieure à 6, à ce moment-là c'est de la food, et sinon tout le reste c'est de la fourniture. Donc pareil, je donne un petit exemple. Tout basique. On va faire la même chose en utilisant une UDF Scala et on va faire la même chose sans UDF, histoire de vraiment comparer le tout, parce que c'est aussi possible de le faire sans UDF. Il y a aussi beaucoup de monde qui crée des UDF quand c'est pas nécessaire, donc on va aussi voir quelle est la différence entre utiliser une UDF et ne pas utiliser d'UDF pour être capable à la fin de déterminer quel est le meilleur choix. Eh bien, c'est parti. Donc je vais dans Exo 4, et dans Exo 4, pour le moment j'ai juste un fichier qui s'appelle Scala UDF, et on va tout de suite en créer deux autres. On va créer le Python UDF. Hop, et on va créer le NoUDF. Voilà. Et on va résoudre l'exercice globalement comme il est proposé dans la formation. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit par exemple tout le code pour la partie Scala UDF qu'on aura le temps de voir ensemble parce que c'est pas quelque chose qui est intéressant d'apprendre et connaître par cœur. C'est quelque chose qu'en général, au moment où on en a besoin, on le réutilise. Et c'est du code un peu copier-coller qu'on verra qui est un peu complexe. Mais donc sinon, on va le résoudre en Python UDF et sans UDF dans un premier temps. Donc tout d'abord, le Spark Session ici que j'avais déjà mis dans un fichier, on va juste le déplacer et le définir dans la fonction main. Pourquoi? Comme ça on sait que le Spark Session est vraiment créé par cette fonction main qu'on va appeler à lancement du programme. C'est juste histoire de ne pas se tromper.
qui soit pas créé ailleurs. On sépare un moment un import de fichier, il a créé un Spark Session qu'il n'aurait pas dû, et on va l'appeler exo4 UDF. Donc le Spark Session, c'est notre point d'entrée pour un job Spark. C'est ce qui va nous permettre derrière de manipuler de la donnée. Donc je le récupère dans une variable qui s'appelle Spark, et première chose que je vais faire, donc, c'est lire le fichier qui va contenir ma donnée. Donc on va créer une data frame et on va appeler spark.read. Donc j'ai dit dans l'énoncé, c'est un fichier. Bon, on va commencer par l'ouvrir ce fichier. Il est dans resources exo4. Donc resources exo4, on a cell.csv. Donc apparemment c'est un fichier CSV. Il va être un gros fichier CSV. Il y a plein de petites partitions. Donc c'est un fichier partitionné. Et on l'ouvre, hein, voilà, on retrouve bien nos 4 colonnes, espacées par une virgule. Donc ça c'est le premier réflexe à avoir toujours quand on veut traiter de la donnée, la regarder. Surtout quand c'est du texte, c'est facile. Donc on ouvre le fichier, on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Fichier CSV, espacé par colonne, avec un header, et il est partitionné. Mais donc ça, pas de souci avec Spark. C'est partitionné, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits fichiers qui composent ma donnée complète. Avec Spark, il suffit de lire le dossier et il lira tout ce qu'il y a dedans. Donc spark.read.csv, c'est un fichier CSV. Et mon fichier, donc, il est dans src. Baisse un petit peu. src resources et il s'appelle cell.csv. Alors, il y a quand même des petites confs à mettre, hein, comme je l'ai dit. Le séparateur, c'est une virgule. Mais donc ça, le séparateur virgule, c'est celui qui est par défaut dans Spark, donc pas de problème. Mais il y a un header. Et ça, par défaut, y a pas, le header n'est pas défini à la lecture d'un fichier CSV. Ça veut dire qu'il considère que la première ligne du fichier, c'est de la donnée. Ici, ce n'est pas de la donnée, c'est plutôt le header, donc c'est le schéma. Donc on a juste à définir en option que mon header, eh bien, il est à true. Et là, Spark va savoir que quand on lit le fichier CSV, la première ligne doit être utilisée pour le schéma. Et on va commencer par juste faire un petit show, histoire de voir ce que ça donne, et exécuter notre programme. Donc show va tout simplement afficher une partie de notre fichier. Poetry, run, et c'est Python UDF. Si je ne me trompe pas, j'ai créé donc dans le PyProject.toml voilà, des petits scripts qui me permettent de lancer quand c'est Python UDF. Un fichier qui est dans src, fr, imaya, exo4, Python UDF, et c'est la fonction main qui est lancée. Alors, première erreur, il me dit find not found. Ok, bon, j'ai dû me tromper dans la façon d'écrire mon chemin. Donc, pour ça, je vais vérifier. En général, quand Spark me dit, quand il y a un message d'erreur qui dit qu'un fichier n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas. Le problème vient pas de Spark. En effet, là, il n'existe pas. Oui, j'ai oublié. Non, Spark and Zone, src, resources. On va essayer de le retracer. Et j'ai oublié exo4. J'ai oublié le exo4. Donc c'est resources, exo4, cell.csv. L'intérêt de fonctionner par étapes, c'est que on évite d'écrire 50 lignes de code et de se rendre compte à la fin que c'est la ligne 2 qui avait un problème parce qu'on a mal écrit son chemin. Et voilà, ici on arrive à afficher un échantillon de notre donnée. Super. Donc on a bien réussi à lire notre fichier. Maintenant on va ajouter notre colonne. Donc, pour ça, pour ajouter la colonne, je vais créer une nouvelle fonction. Une nouvelle fonction que je vais appeler def compute ou plutôt add category type. Hop. De add category type, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ça va être une fonction Python qui va tout simplement prendre ou non, add category name qui va tout simplement prendre une catégorie et qui va retourner une chaîne de caractères, mais on n'est pas obligé de le mettre, on ne va pas le mettre. Et ce qui se passe, c'est que si cette catégorie elle est donc inférieure à 6, on avait dit que c'est food. Sinon, il faut retourner furniture. Hop. Voilà. Et donc ça, c'est ma fonction Python que je vais vouloir appliquer à l'intérieur de mon data frame. Alors, dans mon data frame, normalement, ce que je vais faire, c'est df.withColumn pour ajouter une nouvelle colonne. Et là-dedans, donc, je vais ajouter la colonne. Comment elle doit s'appeler?
Elle doit s'appeler category name. Category name. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire add category name de. Alors, c'est f. Non. Ah si, f. Je l'ai déjà fait l'import. Oui, c'est ça. J'ai déjà importé toutes les fonctions de Spark en tant que f. Donc, si je fais f.call, c'est une fonction sur colonne qui appartient à Spark. Donc, ça, c'est du code Spark. Et je dis qu'en gros, à partir du nom de la colonne, donc là, en l'occurrence, c'est la colonne catégorie, je veux créer category name. Et donc, j'utilise ma colonne catégorie pour la passer à ma fonction add category name. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas marcher. On va tester ensemble, mais si on lance ça, ça va pas marcher. Tout simplement parce que, hop, ici, on se retrouve à passer un objet colonne à une fonction qui, elle, n'est pas fait pour gérer un objet colonne. Donc l'erreur, elle nous dit quoi? Elle nous dit cannot convert colon into bool. C'est une erreur un peu bizarre, mais le problème, en gros, c'est que ici, on est dans Spark et ici, on n'est pas dans Spark. Et donc, on peut pas comme ça dire je passe directement ma colonne à ma fonction. Ma fonction, elle ne sait pas ce que c'est. Et ici, quand elle fait que on a un objet colonne ici, on dit inférieur à 6, je sais pas quoi en faire. Il dit c'est gentil, mais une colonne, voilà, je peux pas la convertir en booléen. Donc à partir de là, je peux pas appliquer cette fonction à ma colonne. Donc, on va devoir transformer notre fonction pour que ce soit une fonction applicable à une colonne. Et pour ça, on va la transformer en UDF, la transformer en fait en fonction Spark, de la même façon que call est une fonction qui s'applique sur sur une colonne, enfin, crée des colonnes dans Spark. Et bien ici, on va faire en sorte que ça crée aussi une colonne dans Spark. Que quand on lui dit return food, il ne va pas renvoyer une chaîne de caractères, mais il va renvoyer une chaîne de caractères qui sera ajoutée dans une colonne. Donc, plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est une petite annotation qui s'appelle UDF. Voilà, hop. Et UDF, il faut lui dire que ça prend un string type, si je ne me trompe pas, pour lui dire que ça renvoie un string type. Ou alors, il faut juste mettre str. Voilà. Donc, une petite annotation qui dit cette fonction est une UDF et elle va renvoyer une chaîne de caractères. À partir de là, me dit que l'objet n'est pas callable. T'oublies un petit truc, puis on regardera rapidement. Tac, tac, tac. Spark context or Spark session should be created first. Ah oui. Oui, ok, j'ai compris. Ici, je veux créer une UDF. Mais pour créer une UDF, il faut qu'il y ait un Spark session qui existe. Et le truc, c'est que là, quand le fichier il démarre, il exécute le main. Enfin, il détecte la fonction main, il détecte la fonction add category avant d'avoir exécuté le main, donc d'avoir créé le Spark session. Et donc ici, il dit ah mais mon f.udf, je peux pas le faire parce que j'ai pas de Spark session. La solution entre guillemets un peu crade, ça serait de dire eh bien on met le Spark session à la racine du fichier. Là ça devrait fonctionner. On va avoir sûrement une autre type d'erreur puisqu'il n'était pas content pour autre chose, j'ai dû oublier autre chose. Voilà. Voilà, ici il n'est pas content parce que on a un argument de call qui doit être une colonne et ici c'est plutôt une fonction. Donc je vais regarder comment on définit. Je pense que c'est à cause de cette annotation. Donc on va retrouver un réflexe à avoir quand on cherche une information, c'est tout simplement la chercher. On ne peut pas tout connaître par cœur. Create UDF PySpark. Et normalement, on va avoir la méthode avec les annotations. Si je fais un arrobase, c'est arrobase UDF, c'est return type égale string type. Donc en fait, c'était juste pas du tout le bon type là-dedans. Return type égale string type. Et qu'il faut sûrement importer. Ici, je ne l'ai pas importé. Hop. Donc string type. Et j'importe mon petit string type, import this name. Et c'est la version PySpark. Et ici, il est un peu plus content déjà. Voilà.
on a plus le petit warning ici, c'est bien ça, la partie UDF avait été mal définie. Et maintenant, et maintenant. Pas de questions pour le moment, tout est clair. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. La colonne ne s'est pas créée. Et oui, on a oublié un petit détail important quand on a ajouté notre colonne. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi, dans cette exécution, notre colonne n'a pas été ajoutée? Hein, je fais mon petit def with column. Je fais un show pour afficher le résultat. Je n'ai pas ma colonne. Mystère. Si je vous parle d'immutabilité, est-ce que ça parle à quelqu'un de côté immutabilité? Qu'est-ce qu'un objet immutable? C'est tout simplement un objet qu'on ne peut pas modifier. Donc en fait, df.withColumn, contrairement à l'habitude qu'on pourrait avoir avec Pandas d'avoir de la mutabilité, c'est-à-dire qu'on appelle une méthode sur notre Pandas DataFrame et ça modifie notre Pandas DataFrame, là ici withColumn n'a pas modifié ma variable df. Ce qu'elle a fait, la withColumn, c'est plutôt renvoyer un nouveau DataFrame. Et c'est ce nouveau DataFrame qui, lui, aura la colonne en plus. Donc en fait, si je veux récupérer le résultat, il faut que je récupère ce résultat. Donc par exemple, je vais le mettre dans une variable res. Et c'est res, il faut que j'affiche. Là, cette fois-ci, on devrait avoir une différence. Donc première chose, on n'a pas oublié avec Spark, c'est son côté immutable. Alors, et d'ailleurs, maintenant, on a une erreur qui prouve bien que tout à l'heure, l'UDF n'a pas été exécuté. Et ça, on y reviendra au pourquoi ça n'a pas été exécuté. Alors, l'erreur, c'est de dire qu'ici, on fait un inférieur et on compare un string et un entier. Et ça, il n'est pas content. Ça fait, en fait, j'avais pas un entier dans mon catégorie, j'avais une string. Donc j'ai juste à changer mon 6. Et bien, c'est que l'ordre alphabétique et l'ordre numérique, c'est le même. 1 est bien inférieur à 6, qu'on soit dans une chaîne de caractères ou avec des entiers. Et donc, on en revient à cette question, comment ça se fait que tout à l'heure, mon traitement a fonctionné? Tout à l'heure, j'avais le même withColumn et j'ai pas eu l'erreur. Et là, cette fois-ci, tout ce que j'ai changé, c'est que j'ai récupéré le résultat de mon withColumn dans res. Et j'ai appelé mon show cette fois-ci sur mon res et pas sur mon df. Et tout d'un coup, j'ai eu une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première exécution et la deuxième exécution? C'est tout simple. La première exécution, le withColumn ne s'est pas fait. Et donc, cette instruction ne s'est pas fait. Et pourquoi elle ne s'est pas fait? Parce qu'en Spark, comme on est sur des gros volumes de données et qu'on cherche toujours à optimiser nos temps de traitement pour tout, Spark a comme comportement par défaut de ne pas faire ce qui ne sert à rien. Et en l'occurrence, si on ne lui demande pas un résultat sur des transformations de données, il dit ça sert à rien de le faire. Si je lui demande d'ajouter une nouvelle colonne à une donnée, mais derrière je lui dis cette donnée t'en fait rien du tout, on ne l'écrit pas, on ne l'affiche pas, on n'en fait rien, pourquoi il irait perdre du temps à calculer ces transformations? Il les calculera au moment où on lui demandera un résultat. Ça fait partie des choses qui fait que Spark a un comportement assez atypique qu'il ne faut pas se tromper quand on travaille avec. Et on y reviendra, je pense, très vite. Ok, donc là ça y est, j'ai fait mon withColumn, j'ai ajouté ma colonne en appelant mon UDF. En gros, première partie de l'exercice, terminée. J'ai créé une UDF Python et j'ai ajouté ma colonne. On va pouvoir maintenant le comparer avec les autres en réalisant les autres. Donc deuxième UDF qu'on va faire, c'est la version Scala. Donc la version Scala, comme je le disais, on ne va pas la faire de tête là comme ça. Disons que c'est du code pas très intéressant, mais nécessaire pour pouvoir utiliser une UDF Scala en Python. Et première chose, c'est un jar est présent dans Resources Exo 4. En effet, je vois un jar qui s'appelle udf.jar. Il contient une UDF Scala. Pour l'utiliser, ajoutez une configuration à votre Spark Session. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire au Spark Session que je crée dans mon projet PySpark de prendre en compte le fait que ce jar existe et qu'il doit l'ajouter en tant que dépendance. Voilà, ça devient une dépendance de mon projet. Et ça, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, Spark est développé en Scala. Donc, les jars, le monde Java, en gros, il connaît. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter ici une petite config. Hop.
.config, et voilà, la config s'appelle spark.jars. Donc Spark, comme je disais, c'est du Scala, donc du monde Java. Et on sait donc qu'on est capable, depuis le Python, d'appeler du Java. Parce que quand je fais un with-column dans Python, derrière, c'est bien du Java qui est exécuté, parce que c'est tout ce qui est fait en Spark, c'est du Scala. Donc le fait de lui ajouter un nouveau jar avec notre propre code, c'est quelque chose qui a du sens. Ce n'est pas bizarre de faire ce genre de choses. Et maintenant, donc, on va l'utiliser, notre UDF qui est dans ce jar. C'est ça l'objectif, c'est l'UDF qui fait exactement ce qu'on a fait en Python tout à l'heure a été développé en Scala, et on va essayer de l'appeler depuis le Python pour Spark. Donc, maintenant, il faut récupérer la fonction Scala en Python. Pour cela, il y a la fonction suivante. Donc, j'ai besoin du from ici, ainsi que derrière de la fonction. Hop. Et la fonction qui s'appelle addCategoryName. Cette fonction, alors au début, je vais garder un petit return vide, histoire de ne pas avoir l'IDE qui nous embête. Et cette fonction, donc, elle n'est pas très intéressante. Elle récupère le Spark Context nécessaire pour faire cette opération, depuis donc, le Spark Session qui a été créé en haut. Et dans le Spark Context, il existe un champ privé qui s'appelle donc underscore JVM. On sait qu'il est privé parce qu'il est préfixé underscore, et en Python, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de privé. On ne peut pas aller plus loin, il n'existe pas le mot privé. Donc on dit que tout ce qui commence par underscore est censé être un champ privé, mais il reste accessible. Et dans la JVM, donc là j'ai récupéré ma JVM, en gros de quoi interagir avec ma JVM. Je vais lui dire, bah en fait, tu as un package qui s'appelle FR, puis un package qui s'appelle Imaya, puis un package qui s'appelle Spark for Dev, puis un package qui s'appelle UDF. Et dans cette série de packages, tu as un fichier, une classe qui s'appelle exo4. Et dans cette classe exo4, tu as une fonction qui s'appelle addCategoryNameCall. Et c'est ça que je veux récupérer. Et donc là, ici, dans cette variable, j'ai récupéré ma fonction Scala. J'ai un objet Scala en Python. J'ai un bout de code Scala en Python. Et maintenant, ce que je veux, c'est c'est créer une UDF en Python qui va appeler ce bout de code. Donc, je vais retourner un objet colonne qui sera mon addCategoryNameUDF, donc que je viens de récupérer juste au-dessus, auquel j'appelle la fonction apply pour dire que je veux l'appliquer. Et c'est là que ça devient un peu barbare, c'est la syntaxe juste à utiliser. Et pas vraiment besoin de comprendre ce qui se cache derrière, mais en gros, il faut lui passer les arguments dans une séquence. Et dans l'ordre, d'abord on passe le Spark Context, ensuite là où les colonnes que prend en paramètre notre UDF, donc là en l'occurrence c'est la colonne, et un dernier objet qui sert à faire une conversion entre le monde Java et le monde Python pour dire, bah en fait cet objet colonne, je veux le convertir en Java parce que pour le moment c'est une colonne Spark Python, et maintenant je veux que ça devienne une colonne Spark Java. C'est juste un convertisseur ça n'a pas vraiment d'intérêt de retenir ce genre d'informations, mais c'est juste pour se dire ça existe et c'est comme ça. Si on veut utiliser une UDF Scala en Python, on peut le faire. Alors, dans un premier temps, tout ça nous paraît très complexe. On se dit, tout à l'heure c'était très simple et l'exécution était assez rapide. Pourquoi on fait tout ça? On le verra vers la fin. Toujours pas de questions? Toujours clair? Alors, on va donc appeler cette UDF. Dans un premier temps, je ne vais pas m'embêter, je vais récupérer ma première ligne de code. Même les deux. Voilà, je vais tout récupérer en fait. Pas m'embêter. Et je vais juste changer ça pour cette fonction. Hop, addCategoryName. Et comme tout à l'heure, j'appelle en fait directement mon addCategoryName sur ma colonne. À la différence de cette fois-ci, ça c'est vraiment une UDF. Et je n'ai pas besoin de le décorer avec ça. Parce que c'est entre guillemets, j'ai fait ce que le décorateur aurait fait. Le décorateur, en gros, il fait ça à notre place. Mais là, je l'ai fait à la main. Donc j'ai pas besoin de mettre le décorateur. Tout ce que j'ai à faire, c'est appeler ma fonction directement. Donc hop, j'appelle ma petite fonction et je vais afficher le résultat. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc cette fois-ci, poetry run, Scala, UDF. Est-ce qu'on va bien récupérer notre nouvelle colonne? Oui, tout à fait, nous avons bien notre nouvelle colonne, catégorie name, avec nos valeurs. Nickel. Bon. On va faire le dernier cas, où cette fois-ci, on n'utilise pas du tout d'UDF. Donc cette fois-ci,
on est reparti. Mais sauf qu'au lieu d'utiliser donc add category name, on va le faire à la main. Et en Spark, on a de quoi faire des conditions if-else comme on l'a fait en Python natif ou en Scala natif. Pour ça, il suffit de faire f.when. Et là, on peut donner une condition. Cette condition, c'est quoi? C'est que si ma colonne s'appelle catégorie, eh bien, elle est inférieure à 6. Alors, donc là, c'est mon deuxième paramètre. Premier paramètre, c'est ma condition. Deuxième paramètre, c'est ce que va retourner ma fonction si cette condition est respectée. Donc, on doit retourner food. Sinon, donc ça c'est le otherwise, on retourne fourniture. Alors, ici, il nous dit quoi? Ah oui, il faut peut-être le comparer à un autre objet colonne. Expected type colonne got bool instead. En effet, je pense qu'il faut juste voilà, le mettre dans un lit. F.lit, pardon. Et là, on va peut-être un peu plus content, non? Alors, est-ce que j'aurais oublié un petit quelque chose? Non, j'ai ma condition et ma value. Bon, je pense qu'il râlait pour rien. Parfois, l'IDE, il sait pas trop, il râle, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, on va le lancer, on va regarder. Au pire, on aura une autre erreur peut-être un peu plus claire. Et donc, cette fois-ci, c'est no UDF. Alors, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Nickel. Et donc, on a bien, encore une fois, notre catégorie name avec nos fournitures ou food. Bon, super. On a lancé les trois, enfin, on a développé les trois. Maintenant, ce qu'on veut, c'est comparer. Eh bien, comparons. Donc, on va un peu sortir du code pour se concentrer plus sur notre terminal et on va utiliser une fonction très pratique sur un terminal dans Ubuntu. C'est time. Time qui permet de mesurer donc, le temps d'exécution d'un process. Donc, je lance time et ma commande de tout à l'heure. Et cette fois-ci, en plus d'avoir le résultat, je vais avoir à la fin le temps d'exécution. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le temps réel. Donc real, c'est le temps, moi en tant qu'humain, que j'ai attendu pour ce process. Et ce que j'ai attendu, le temps que j'ai attendu, donc c'est 7 secondes. 7,7 secondes. Bon. Maintenant, je vais lancer la version Scala. La version Scala, 7,9 secondes. Donc on va les noter. Tiens, c'est temps pour s'en rappeler. Hop, donc on va ouvrir un petit Sublime Text. Et on a NoUDF qui a pris 7,7 secondes. Scala UDF qui a pris 7,9 secondes. Et Python UDF, on va voir. Donc théoriquement, je vous ai dit, le Python UDF, c'est le plus lent. Et puis c'est le plus lent, normalement il est censé être vraiment beaucoup plus lent. Donc on s'attend à ce que vraiment ce soit à la ramasse. 8,8 secondes. C'est plus lent, mais pas tant que ça. Ah là, on se rend compte que les trois sont très proches. Et en plus, je suis sûr que si je le relance une deuxième fois, il y a moyen que ce soit qu'il y ait une variance qui fait que en fait c'est quasiment pareil. Alors, alors cette fois-ci, 8,7. Bon, si on le lance plusieurs fois, on aura donc une petite variance. C'est vrai que parfois j'ai eu des variances plus élevées que ça. Là, en gros, on est quand même plus lent, mais on se dit, pour une seconde, est-ce que ça valait la peine de s'embêter avec Scala UDF et NoUDF? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on voit si peu de différence entre nos trois exécutions? Peut-être que c'est la quantité de données. Ah ouais, si ça se trouve, j'ai pas mis assez de données. Donc, qu'on soit en Python UDF ou non, bah, en fait, ça change rien. Pour ça, vérifions. Je vais aller sur mon NoUDF. Je vais, en plus du res.show, faire un res.count. Et on va voir donc combien de lignes on a. Et il faut lancer le NoUDF. Voyons voir donc combien de lignes on a dans notre UDF. Ah,
Première chose que je remarque, c'est que déjà l'exécution elle est plus longue. Il s'est passé quelque chose. Et, ah oui, mon exécution elle a pris 16 secondes. Et puis en plus j'ai oublié de printer, donc je ne sais même pas combien de lignes j'avais, donc ça c'est dommage. Hop, on va le refaire. Mais cette fois-ci l'exécution a pris 16 secondes. Comment ça se fait? Ah. Alors, c'est vrai que, en plus du res.show, qui affiche les résultats, j'ai aussi demandé un count, donc il doit compter le nombre de lignes. Donc on va se dire 2 fois plus de traitement, bon, 2 fois plus long, une certaine cohérence. Ah, une grosse variance, parce que cette fois-ci, ça a pris 12 secondes 5 pour le même traitement. Et en nombre de lignes, donc j'en ai 6... hop, je vais y arriver. J'en ai 60 millions. Donc j'ai 60 millions de lignes à traiter. 60 millions de lignes, c'est pas mal. Je pense que normalement, on devrait voir quand même des différences, s'il y avait des différences de performance importantes entre Python et Scala en termes d'UDF. Comment ça se fait qu'on ne les voit pas? Et comment ça se fait que tout d'un coup, mon temps de traitement, là, il est beaucoup plus long? Alors, je dis oui, j'ai ajouté un count, donc on ajoute encore du travail, on lui demande plus de choses, mais de là à avoir une telle différence, c'est pas énorme. Et en fait, tout est dans le choix de l'action qu'on a fait. Comme je disais, en Spark, on ne fait rien qui ne soit pas nécessaire. Si je vous donne un paquet de cartes de 1 million de cartes, que je vous demande de dessiner une petite étoile sur chaque carte et de déchirer un petit coin de chaque carte et à la fin de montrer que vous l'avez fait en vous demandant seulement 20 cartes. Et là c'est ça, hein, on montre seulement 20 lignes. Et je vous dis, montrez-moi le résultat de votre travail et montrez-moi 20 cartes. Mais je vous ai donné 1 million de cartes. Pourquoi vous le feriez sur 1 million de cartes pour me le montrer? Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le faire sur 20 cartes, vous pouvez dessiner sur 20 cartes, découper 20 cartes, mais me donner les 20 cartes et dire regardez, j'ai fait le travail. Parce que je vous ai demandé que 20 cartes en résultat, donc finalement que vous ayez fait les autres ou non, ça ne change rien, je ne vous les ai pas demandées. Alors peut-être qu'un jour je vais vous les demander, mais pour le moment je ne vous les ai pas demandées. Et c'est ça la logique de Spark. Tant qu'on ne lui demande pas le résultat, il ne va pas le faire. Donc là, je lui ai demandé 20 lignes, mais en fait il m'a calculé mon UDF sur 20 lignes. Donc en fait, entre 60 millions de lignes dans mon fichier et 20 lignes dans le fichier, le temps de traitement est le même. Donc c'est comme si j'avais comparé Python UDF, Scala UDF et sans UDF sur 20 lignes. Et là, en effet, c'est pas très représentatif. Et le count, lui, c'est différent. Il a dû au moins parcourir l'intégralité du fichier. Pour faire le count, il n'a pas eu besoin d'exécuter l'UDF. Ah oui, j'ai pas besoin de dessiner ma petite étoile et de déchirer chaque carte pour les compter. J'ai juste à prendre les 1 million de cartes et dire ok, ouais, il y en a bien 1 157 812. Hop. Mais j'ai pas eu besoin de faire que les transformations sur la donnée me demandaient, m'est demandé en termes de transformation sur la donnée. Donc là, Spark, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le fichier, il a printé, et c'est tout. Et il a su que le milieu, il n'y avait pas besoin de le faire. D'ailleurs, on peut le voir assez facilement. Je vais enlever les shows, et je vais garder que les prints. Et on va comparer le temps d'exécution des prints des trois. Et si je ne me trompe pas, ça sera le même. Parce que là, on ne fait pas du tout le with-column. On fait que ouvrir le fichier et le lire. Donc je relance le NoUDF. Alors le même, bien évidemment, à la variance près de la charge sur mon ordinateur à l'instant T. Donc potentiellement, ça peut avoir 1 seconde d'écart. Voilà, ici, il a mis 11,6 secondes. On l'a vu tout à l'heure, entre deux runs qui étaient pareils, on était passé de 15 à 11. Donc il peut y avoir des grosses variances. Mais globalement, je devrais retrouver, pareil, peu d'écart. Donc là, 11,6, 12,1. Pour le moment, c'est cohérent. Et la dernière, Python UDF. Voyons voir. « 12,1. Donc c'est exactement ce que je disais. On a 3 temps d'exécution archi similaires. Et pourtant, le count, il est bien obligé de passer sur toutes les lignes. Mais oui, il est obligé de passer sur toutes les lignes, mais il n'est pas obligé d'appliquer une transformation pour ça. Il lit le fichier et il le récupère. Et si ça avait été un fichier parquet et non pas un fichier CSV, ça aurait même été instantané. Pourquoi? Parce que dans un fichier parquet, on stocke aussi des métadonnées.
et que dans ces métadonnées, il y a, entre autres, le nombre de lignes dans le fichier. Donc il n'aurait même pas eu besoin de lire tout le fichier, il avait juste à ouvrir les métadonnées, prendre le nombre de lignes et le recracher, donc ça aurait été instantané. On aurait eu un job qui aurait duré 2-3 secondes, le temps de initialiser une session Spark, et c'est tout. Oui, initialiser une session Spark, c'est un peu lent. Donc, j'ai toujours pas réussi à comparer mon temps d'exécution de l'application d'une UDF, d'une Python UDF, d'une Scala UDF ou de pas d'UDF sur mes 60 millions de lignes. Maintenant, il serait temps quand même de s'y mettre. Donc le count, c'est pas bon. Le show, ça fait que 20 lignes. Alors je pourrais faire un show 60 millions. Mais bon, est-ce que j'ai envie d'afficher 60 millions de lignes sur mon terminal? Au final, c'est ça qui va prendre du temps et qui va peut-être faire planter mon terminal parce que ça aura trop de lignes à afficher. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, le plus simple, vraiment la valeur sûre, c'est le write. C'est écrire un fichier. Alors oui, écrire un fichier, c'est long. Mais pas grave. Donc je vais l'écrire dans Output, Exo4. Et là, ici, c'est la Scala UDF. Hop. Ensuite, je vais le faire dans Python UDF. Et dernier, je vais le faire pour NoUDF. Voilà. Et je vais relancer. Et cette fois-ci, normalement, ça devrait être plus long. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, entre faire un show et faire un write, déjà écrire un fichier, c'est beaucoup plus long. Il s'est passé un truc. J'ai oublié quelque chose. Ah oui. En fait, j'ai fait le truc totalement à l'arrache. J'ai oublié quand même la partie write. Ok, mais write quoi? Bah, write un fichier CSV hein, quand même. Quoique non, on va écrire un fichier parquet. Parce que si je lui dis pas quoi écrire, bah, ça c'est l'erreur qu'il m'a dit. C'est ici, tu es un data frame writer et c'est pas un objet qui est callable. On peut pas appliquer le write comme une fonction. C'est pas une fonction, c'est un objet. Et là, il faut appliquer la méthode parquet qui est sur write. Et c'est ce que j'ai oublié de faire. Partout, hop, on va l'ajouter, le point parquet et le point parquet. Et c'est reparti. Alors, cette fois-ci, c'est plus long. On a même plein de messages de warning qu'on n'avait pas tout à l'heure qui nous dit qu'en gros, mon ordinateur est en PLS. C'est normal, hein, j'ai pas trop configuré mon ordi, il y a beaucoup de données, tout ça, on l'a fait un peu à l'arrache, donc ouais, mon ordi il a un peu de mal, mais c'est pas très grave, il va très bien y arriver, ça va juste être un peu long, mais il va y arriver. Donc ça tourne, 60 millions de lignes hein, quand même, à écrire dans un fichier, et on va le faire 3 fois. N'hésitez pas, pendant que ça tourne, à me poser des questions. Donc premier, 43 secondes et 245 millièmes, donc on va le conserver. Le nouvel truc, pendant que je le conserve, autant lancer le suivant. Donc on va lancer Scala UDF. Donc là c'est NoUDF. Hop. Le prochain donc ce sera Scala UDF. Donc pas de questions sur l'exécution, l'application d'une UDF. Qu'est-ce qu'une UDF? Est-ce que vous utilisez des UDF, vous, de votre côté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc pareil, toujours les mêmes messages d'erreur. Bon, globalement, il se passe à peu près la même chose pour la partie Scala UDF. C'est là que je vois que mon ordinateur il a un peu vieilli quand même parce que la première fois que j'ai lancé le projet, ça prenait dans la vingtaine de secondes. Hein. Bon, il faut savoir aussi que je pense que la partie stream utilise pas mal de mon processeur. Et le dernier, le Python UDF. Donc là, 45 secondes, très proche. Et alors, pendant que le Python UDF tourne, parce que je vous le dis, il va prendre beaucoup plus de temps celui-là, on va discuter un peu. Pourquoi en Python, une UDF en Python, c'est plus long qu'une UDF en Scala? Ah ouais, bonne question. En soi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Bon, Scala, Python, mais en soi, et quand tout le reste de mon code Spark en Python, il n'est pas plus lent que mon code Spark en Scala. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est simple.
Pour vous expliquer, on va aller prendre un petit schéma sur Internet, dans un article qu'un mec a écrit qui est assez cool. UDF Spark. Est-ce qu'on va le trouver? Bon, j'avoue que je suis peut-être un peu ambitieux de le trouver en tapant si peu de mots-clés. Spark, Scala versus Python peut-être? Toc toc. Ah, Panda UDF versus Spark UDF. Peut-être que l'on le trouvera. Non, bon. Imaya Spark article. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est mon article. Donc, pour le retrouver, je vais passer par le site et je vais regarder dans les articles que j'ai écrits. N'hésitez pas à passer un petit tour sur notre site et notre blog. Vous trouverez pas mal d'articles que j'ai pu écrire à propos de Spark, de poétrie et de Spark. Globalement, c'est le sujet que j'aime bien. Et sinon, pour d'autres sujets que je peux aborder, c'est surtout en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, Spark, quand faire un cache sur un data frame, je crois que c'est là-dessus que j'en parle. Et non, c'est pas là-dessus que j'en parle, c'est sur l'autre. PySpark et Pandas. Voilà, c'est là-dessus que j'en parle. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'il y a le schéma que je recherchais. Donc, ça, c'est le schéma d'un cluster Spark quand j'ai développé mon job en Python. Donc on le voit, il y a un driver. Driver, c'est en gros celui qui décide qui doit faire quoi dans un job Spark. C'est pas lui qui fait les transformations, c'est plutôt lui qui dit à nos exécuteurs de faire les transformations. Et c'est aussi lui qui possède le Spark Context. Dans le driver, on voit une partie bleue, une partie jaune. La partie jaune, c'est la partie JVM. Donc on voit que le Spark Context est créé dans la partie JVM. Et en bleu, on a la partie Python. Bah oui, parce que je vous l'ai dit, Spark, c'est du Java, du Scala, mais donc aussi du Java. Et donc, ça tourne dans une JVM. Et nous, on développe du Python. Et ce code Python, il ne va pas directement être exécuté par Spark. Et plutôt, ce code Python sert à appeler des instructions Spark de la JVM. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai codé en Python va être envoyé en instruction à la JVM. Et c'est la JVM qui va faire des choses et dire « Ah, les exécuteurs, voici ce que vous devez faire. Vous devez appliquer un with-column, etc. etc. » Maintenant, quand je lui dis bah, « Exécute un with-column », mais avec une UDF Python. C'est-à-dire que là, il va devoir exécuter du code Python. Et là, la partie Spark Worker dans l'exécuteur, c'est de la JVM. C'est du jaune, c'est de la JVM. Donc, il ne peut pas exécuter du Python. Il ne peut pas exécuter du Python dans une JVM. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir sortir de la JVM. Et là, à droite, on a notre Python UDF. Et donc, pour chaque ligne, attention, je ne dis pas chaque partition, je dis chaque ligne. C'est vraiment ligne à ligne de notre jeu de données. On va devoir désérialiser la ligne. Enfin, sérialiser la ligne qui était dans notre worker pour l'envoyer à la partie Python, désérialiser, la traiter, la resérialiser et la réenvoyer à notre partie JVM pour chaque ligne. Et ça, c'est long. C'est très 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 long. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu des optimisations. On a notamment commencé à utiliser des pandas UDF en Python qui permet d'optimiser la partie pour dire, en fait, au lieu d'envoyer ligne à ligne, on va l'envoyer batch par batch, donc on va l'envoyer partition par partition. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, on a ajouté le concept de parallélisme pour traiter les UDF Python, parce qu'aussi avant, on ne parallélisait pas. C'est-à-dire qu'un exécuteur qui pouvait traiter parfois 3, 4, 5 partitions d'un coup, et bien en fait, il traitait ligne par ligne, et c'est tout. Et il ne traitait pas 5 lignes en même temps, parce qu'il avait 5 de parallélisme. Non, il traitait une ligne par une ligne. Donc en fait, on traitait très, très, très lentement cette donnée. C'était vraiment horrible. Alors, on a un peu amélioré. Et je crois que les derniers benchmarks officiels montrent qu'on est 100 fois plus lent en Python en Scala, à cause de ça. Il y a quand même un rapport de 100, ce qui est énorme, un rapport de 100. Bon, retournons donc à notre exécution de Python UDF, où on s'attendrait à être 100 fois plus lent que ce qu'on a dit, c'est-à-dire 45 secondes. On soit donc à 4500 secondes. Donc théoriquement, ça serait 1h15, donc en fait, ça serait toujours pas fini. Voyons voir. Bon, 1 minute 16. Est-ce que j'ai exagéré avec le x100? Compliqué de le savoir. Pourquoi? Donc Python UDF dans 1 minute 16. Déjà, c'est quand même plus long. C'est quasiment 2 fois plus long. C'est pas mal. Mais c'est pas x100.
pourrait se dire, ah, ouais, c'est exagéré, ok, c'est 2 fois plus long, mais en soi, on s'en sort. Oui, mais non. Parce que là, ce qu'on a mesuré, c'est le job Spark complet. C'est-à-dire l'instanciation du Spark Session, la lecture du fichier et l'écriture du fichier. Donc, dans ces 1 minute 16 et tout à l'heure dans ces 43 secondes, entre les deux exécutions, enfin entre l'exécution de Python UDF et Scala UDF, quelque chose qui n'a pas changé, c'est le temps qu'il a pris à lire le fichier et à écrire le fichier et à instancier le Spark Session. Instancier un Spark Session, c'est à peu près 2 secondes. Mais lire le fichier, ça, bah en fait, on le sait combien de temps ça prend. Tout à l'heure, j'ai gardé les temps. Pardon, ça c'était les temps du show. Donc on a lu qu'une partie du fichier. On n'a pas lu tout le fichier. Mais tout à l'heure, j'avais pris le count. Et le count, lui, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il lisait l'intégralité du fichier. Donc ça, je l'ai le temps. Et on était à peu près à 12 secondes. Donc on sait que ça prend à peu près 12 secondes pour instancier un Spark Session, lire l'intégralité du fichier et le compter. Donc on sait qu'on peut retirer à peu près 12 secondes déjà entre les deux. Donc moins 12 secondes. Moins 12 secondes. Pour mieux comprendre le ratio. Et là, on passe donc à 33 secondes et 1 minute 4. Et donc tout d'un coup, on est plus du double. Enfin, 33 secondes et ouais, 1 minute 4, bon, on n'est pas plus du double. On est beaucoup plus proche du double de temps d'exécution que tout à l'heure. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le write. Le write, ça prend du temps. C'est sûrement l'étape la plus longue en fait, parce que bon, c'est sûr. Ajouter juste une colonne à de la donnée, ça va vite. Même si on a beaucoup de données, ça va très vite. Le write est une opération beaucoup plus longue. On écrit sur disque dur, on n'est pas en mémoire vive. Donc forcément aussi, il faudrait chercher à enlever ça. Pour enlever ça, autre chose qu'on pourrait faire, c'est lancer le même code. Et comme ceci. Hop. Voilà. Je lis le data frame, je l'écris, je n'ai rien fait, et on va mesurer combien de temps ça prend. Et comme ça, on aura une idée plus précise. Donc là, je suis dans le NoIDF. On saura ce qu'on peut enlever et combien de temps dure réellement finalement le traitement du milieu. Bien sûr, ce sont des estimations. On ne pourra jamais être très précis. Ah oui, j'ai pas mis le mode override, donc forcément, il me dit que le fichier existe déjà. Donc, point mode. Mode. Point j'ai pas. Il me le propose pas. Il me le propose pas. Bon, on va juste écrire alors. On va juste écrire overwrite, puis comme ça on est tranquille. Il existe des variables, déjà existantes, des constantes déjà existantes qu'on peut utiliser pour pas se tromper, mais tant pis, je la retrouve pas comme ça. Donc ce seront bien sûr que des estimations. On n'aura jamais de réponse précise à la seconde près. Et encore, on n'aura pas le temps parce qu'on arrive à la fin du stream. On pourrait le faire en passant par la SparkUI. Mais on va pas parler de la SparkUI aujourd'hui, on va se contenter de ça. Et il y a une autre solution aussi qu'on m'a déjà proposée. C'était de me dire, bah ouais, en Python, il existe aussi la fonction time. On va mettre un print time ici. Et hop. Et on va mettre un print time là. Et puis on mesure entre les deux, quoi. Si c'est bon. Donc mieux, en fait, on va prendre a time égale time. On va print a time. Et ici, on va faire time moins a time. Hop. Et on va avoir le différentiel. Alors, ici, 39 secondes. Donc en fait, mon estimation, c'est qu'en tout, on peut retirer 39 secondes de chaque. Et là, tout d'un coup, on va y revenir sur l'histoire du time. On fait plusieurs choses en même temps. Donc là, tout d'un coup, ici, on a 16 secondes d'exécution pour l'UDF. Quand ici, nous avons 6 secondes de temps d'exécution de l'UDF. Quand ici, nous avons donc 40, 20, 30, 36, 37. 37 secondes. Donc là, on n'est pas sur du x100 en effet, on est sur du x6. 10 fois plus long. On est sur une UDF simple, on n'est pas dans des conditions très, très réalistes. Aussi des estimations. Bon, on n'est pas sur le x100 qui sont annoncés dans certains benchmarks. Et puis il faut savoir que les versions évoluent rapidement. Donc il y a peut-être aussi eu d'autres optimisations que depuis je n'ai pas pris en compte. Mais x6, c'est énorme. Et on n'est que sur une UDF.
et sur un échantillon de données qui reste 60 millions de lignes, c'est pas non plus énorme. On fait du Spark sur de bien plus grandes quantités de données. Il y a des moments où c'est pas seulement de 6 à 37, mais ça peut être de 20 secondes à 10 minutes. Et là, quand on passe de 20 secondes à 10 minutes, ça peut être très problématique. Et parfois, il y a même des problèmes qui font qu'on a de l'out of memory parce que le partitioning et la partie transition entre monde du Python et monde du Scala, c'est pas géré comme il faut. Parce que dans cette complexité, il faut aussi ajouter que la quantité de mémoire qu'on a côté Python, c'est pas la même que ce qu'on a côté JVM. Dans un exécuteur, d'ailleurs, c'était l'autre article. Hein, voilà. Dans un exécuteur, la mémoire, c'est principalement donc, la partie JVM. Donc, là, ce que je vous présente, c'est toute la partie JVM de la mémoire, qui représente 90% de ce qu'on donne à un exécuteur. Vous donnez 16 Go. Ouais, je n'ai pas les détails de la partie autre que JVM. Vous donnez 16 Go de mémoire à un exécuteur. Il y en a 14,4 qui sont dédiés à la JVM et 1,6 qui sont dédiés à ce qui n'est pas JVM, notamment au Python. Donc 1,6 Go, si vous avez une partition qui a le malheur d'être un peu trop grosse quand vous faites votre UDF Python, eh bien, ça plante. Sachant qu'en plus, il n'y a pas que votre code Python qui tourne là-dedans, hein. Il y a quand même une partie qui sert à d'autres choses. Donc, on est aussi plus facilement soumis à de l'out of memory quand on utilise des Python UDF. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout un ensemble de choses et se dire et savoir que les Python UDF, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux pas en faire. Il y a quand même beaucoup de façons de refaire son UDF avec du Spark natif. La plupart du temps, quand j'arrive en mission et que je vois des UDF en Python, j'arrive toujours à les refaire en Spark natif. Une fois, il y a eu un cas chez un client où en effet on avait besoin d'une UDF. Pas de souci, on l'a gardé. Mais on avait des perfs horribles. On avait d'ailleurs des out of memory sur certains jours parce que certaines partitions la donnée n'était pas toujours partitionnée de la même manière et parfois il y avait des partitions plus grosses que d'autres. Pour le résoudre, on a justement utilisé les Scala UDF. À ce moment-là, si UDF, on n'a pas le choix d'utiliser, il faut passer par les Scala UDF. On package un petit jar, on l'utilise. C'est pas très compliqué une fois qu'on a le code. Et hop, il y a juste à l'appeler. Simple. Et là, on a toujours des bonnes performances. Donc, on en revient sur cette autre façon de mesurer. Bah ouais, si je mesure le temps avant et après mon whisk-column, on est bon. Testons. Hop, il y a la UDF. Alors, bon, déjà, je ne sais pas utiliser la fonction time parce qu'il n'est pas content du tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, sûrement qu'il faut faire du time point quelque chose ou time entre parenthèses. Ouais, c'est ça, ça doit être du time entre parenthèses. Ça devait être ça. Voyons. Et ça a déjà pris 7 secondes, hein, donc l'instanciation du Spark Session, c'est même plutôt 7 secondes. C'est plus long que ce que je pensais. Oui, le fichier existe déjà. Ah, bon, ça va quand même être intéressant. Tiens. Ici, donc j'ai mon premier time, et là, je le différentiel entre les deux times. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une erreur, j'ai même pas traité la donnée, et pourtant, il a déjà passé ces deux lignes. Il a passé ces deux lignes de code, alors qu'il a rien fait, parce que ça a échoué instantanément. Il a même dit le fichier existe déjà. Ce qui s'est passé, donc, c'est exactement ce que je disais avec Spark. Spark est lazy. Spark ne fait rien, donc on n'a pas demandé le résultat. Donc, l'exécution était la suivante. Bonjour, lis-moi un fichier. D'accord, on verra plus tard. Bonjour, affiche-moi le temps. Enfin, récupère-moi le temps et affiche-moi le temps. Ok, ça je te le fais tout de suite. Bonjour, j'aimerais que tu ajoutes une colonne qui s'appelle catégorie. Ok, on verra plus tard. Bonjour, j'aimerais que tu m'affiches un différentiel de temps. Ok, je te le fais tout de suite. Bonjour, j'aimerais que tu écrives un fichier qui est basé sur la data frame que je te demandais de calculer tout à l'heure. Ah, ouais, mais je peux pas écrire ton fichier parce qu'il y a déjà un fichier et tu m'as pas mis le mode override, donc je te l'écrirai pas et donc je vais pas non plus te calculer le whisk-column. Sauf que, vous l'avez vu, on a déjà exécuté cette ligne alors que le whisk-column n'a pas été fait. C'est le côté lazy, donc je ne vais pas demander une action qui est write parquet, il fera pas le whisk-column. Et donc là, le time, il est instantané parce qu'il passe sur cette ligne-là, il l'exécute tout de suite, c'est du Python, ce n'est pas lazy. Ça, c'est lazy. Il ne le fait pas tant que je ne demande pas une action. Et ça, c'est pas lazy. Et c'est pareil pour ça. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est au moment où je fais le write parquet, il va faire le read et le whisk-column. Donc, mon time ici, il mesure rien.
ou alors il vérifie que Spark n'a bel et bien pas exécuté cette ligne au moment où il l'a rencontrée. Si vraiment je veux mesurer mon job, c'est ça que je dois faire. Mais j'isole rien du tout, parce que c'est l'action qui va tout déclencher. Mais je n'isolerai pas la partie read de la partie withColumn. Impossible. On ne peut pas. C'est pour ça que j'ai dû le faire à travers des astuces entre deux mesures de time dans mon terminal. Et c'est pour ça que finalement, la façon la plus fiable qu'on a de mesurer du temps, ça serait de passer par la SparkUI, d'ouvrir la SparkUI et de regarder le détail d'exécution. Mais ici, c'était important pour moi de le faire de cette façon-là pour justement en profiter pour vous parler du côté lazy de Spark, du côté je ne fais rien tant que tu m'as pas demandé un résultat. Et dernière chose qu'on aurait pu observer, qu'on n'a pas observé, et on le fera pas parce qu'on arrive déjà à la fin de l'heure, c'est que si je fais 2 write, cette opération est faite 2 fois et celle-là est faite 2 fois. Spark ne se souvient pas de ce qu'il a fait, il n'a pas stocké les résultats intermédiaires. Il va tout refaire systématiquement. Mais on va s'arrêter là pour le stream. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que c'était clair. On repasse un petit full cam pour la fin. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Il existe une fonctionnalité dans Spark qui nous permet de développer notre propre transformation sur une colonne, notre propre opération sur une colonne. Et ça s'appelle une UDF. On peut en faire en Python, on peut en faire en Scala, et globalement, très souvent, on crée des UDF qu'on peut faire en version Spark natif. La version Spark natif est toujours la plus performante. On le voit peu ici, entre NoUDF et Scala UDF, il n'y a que 2 secondes d'écart, et avec un peu de variance, si ça se trouve, c'est globalement la même chose. Mais c'est toujours plus performant en NoUDF parce que Spark peut s'optimiser lui-même. Et il ne peut pas optimiser un code qu'il ne connaît pas. Quand on lui donne une UDF, c'est une black box pour lui, il ne connaît pas ce code-là, il ne peut pas l'optimiser. Alors que quand c'est en version NoUDF, c'est son propre code, donc il peut savoir avec son contexte que je vais l'exécuter différemment, ce sera mieux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe beaucoup de règles d'optimisation dans Spark. Cette brique-là s'appelle Catalyst. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Les NoUDF, c'est le plus performant. Ensuite, le Scala UDF, qui est moins performant, mais sur un cas simple comme celui qu'on a vu là, l'est quasiment pareil. Si on a vu un cas plus complexe, qui aurait pu impliquer plus de règles d'optimisation côté Spark, on aurait peut-être vu plus de différences. Et là, le Python UDF, qui elle est donc beaucoup plus lente. Dans notre expérience, 6 fois plus lente. Donc mieux vaut éviter. Et on n'a pas expérimenté le out of memory, mais c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Une opération qu'on arrive à faire en Scala UDF, qu'on n'arrive pas à le faire en Python UDF. Donc la conclusion de ça, c'est éviter d'utiliser des UDF quand vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, et que vous êtes en Python, utilisez des Scala UDF. Il y a un tout petit bout de code qu'il faudra écrire en côté Scala, c'est à la portée de tout le monde. En plus aujourd'hui, on a des outils comme ChatGPT qui peuvent le faire à notre place, donc c'est cool. Et au final, le plus dur, ce sera peut-être la partie build du jar et cycle de vie de ce jar. Et dans un premier temps, si vous le créez à l'arrache, c'est pas grave. Au moins, vous aurez un job beaucoup plus rapide. Et vous pouvez l'utiliser donc en Python. Il est possible d'appeler des UDF Scala en Python. C'est ça le plus important. C'est tout pour ce slot. Merci beaucoup. Pour nos prochains événements, vous pouvez retrouver toutes nos prochaines formations dans la partie formation de notre site web. On a une formation, c'est en juin qu'on commence à avoir beaucoup de dates de formation, une formation Airflow, formation Data PM, Data Product Management. Nous avons également des formations fresques de la data. Et prochain meet-up, est-ce que dans les coulisses, quelqu'un peut me donner la date du prochain meet-up? Pas de date définie, mais le prochain thème c'est... On me dit dans l'oreillette, donc il faut suivre sur LinkedIn les informations qui arriveront bientôt pour tout ce qui est prochain meet-up et prochaines dates importantes. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour avoir toutes les notifications, que ce soit de nos vidéos. Les vidéos que je fais là sont aussi en replay et on a d'autres vidéos qui ne sont pas forcément en live, que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, tout comme les anciens lives si vous les avez ratés. Et sur Twitch aussi, Twitch qui serait la plateforme qu'on privilégie si vous voulez nous suivre en live, parce que au niveau des notifs et au niveau de la qualité de stream, c'est quand même la plus sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Twitch. Je vous remercie, bisous.